c'est le chaud et le sec. Ce qui définit le féminin, c'est le froid et l'humide. La barbe, elle relève normalement du chaud et du sec. Mais si dans un corps, il y a un phénomène de dessèchement ou un phénomène de réchauffement, il est possible alors que ce corps génère de la barbe. Et c'est ainsi qu'on explique que des femmes en vieillissant puissent en quelque sorte être moins humides et plus sèches et puissent avoir de la barbe. Donc ces théories humorales, qui sont des théories scientifiques, font que ces phénomènes-là trouvent une explication scientifique. Vous me direz, c'est peut-être abracadabrantesque, mais c'est ce que les théories scientifiques de l'époque disent. Et après tout, peut-être que dans 5000 ans, vous aurez, ou même 200 ans, vous aurez des gens qui se moqueront de nos théories scientifiques en considérant qu'elles sont complètement farfelues. Donc la barbe et féminité ne sont pas deux choses incompatibles. Autre point qui pose problème aux gens de l'époque, c'est la question des changements de sexe, c'est-à-dire la question des hermaphrodites. Montaigne, qui est un homme sérieux, passe par exemple en Champagne en 1580 et se rend à Rome. Et il tient absolument à rencontrer quelqu'un qui s'appelait Marie dans sa jeunesse et qui a été baptisé sous le nom de Marie et qui, à 22 ans, est devenu Germain. Et Montaigne croise cette personne qui, à cet effort barbu, vieille et point mariée. Il y a là, finalement, une jeune fille qui, à 20 ans, a vu lui pousser la barbe, mais aussi un embryon d'appareil masculin. Alors, le problème qui se pose, évidemment, c'est qu'il y a des hermaphrodites, des gens dont on a du mal à déterminer le sexe. Ça pose un problème, parce que normalement, il faut que les autorités médicales et judiciaires déterminent si cet hermaphrodite vire vers l'androgyne, c'est-à-dire plutôt vers le féminin, ou au contraire vers l'homme. Et c'est une question qui se pose notamment lorsque ces gens doivent se marier, puisqu'on ne peut pas, dans la législation de l'Église, épouser quelqu'un du même sexe que soi. D'où la question qui se pose aux magistrats et aux ecclésiastiques, et donc aux médecins, de déterminer si un mariage est possible, c'est-à-dire si on va repérer une différence de sexe. Et cela n'est pas sans poser des problèmes. Je prends par exemple une affaire qui a eu un grand retentissement dans le milieu judiciaire et médical. On est en 1601, dans le Pays de Caux. Le Parlement fait arrêter Marie Le Marcy, 21 ans, car cette Marie Le Marcy prétend épouser une veuve qui s'appelle Jeanne Lefebvre. Et Marie prétend, bien qu'elle ait été baptisée sous le nom de Marie, être mariée. 2 chirurgiens sont convoqués et on décide que finalement on est là en présence de 2 femmes, donc d'un mariage lesbien, et donc elle est condamnée pour sodomie, c'est-à-dire lesbianisme, à être brûlée par le Parlement. Mais des médecins interviennent et disent, mais après tout, de fait, elle commence, enfin Marie, qui se prétend Martin, eh bien un duvet de poil et a un petit sexe qui lui est apparu. Le Parlement est troublé et sursoit à l'exécution. Voilà un médecin qui a donc considéré que le changement de sexe était possible. Mais d'autres médecins à l'époque considèrent que c'est impossible parce que face à la théorie des humeurs et au modèle unisexe hérité de Galien, certains considèrent que les appareils génitaux masculins et féminins sont radicalement différents et que c'est eux, plutôt que la pilosité ou l'absence de pilosité, qui est la ligne de barrière infranchissable entre le féminin et le masculin. Dernier point enfin, c'est que si vous avez des femmes qui portent de la barbe, vous avez aussi plein d'hommes qui n'en portent pas, et notamment les jeunes gens. Les jeunes gens, et en effet, on considère que le poil pousse, le duvet, le lanugo en latin pousse vers 12-13 ans et commence à devenir en quelque sorte eh bien, l'amorce d'une entrée dans l'âge de la virilité et dans l'âge même de la reproduction. De sorte que l'apparition de cette barbe peut être considérée comme un signe de sortie de l'enfance, et d'ailleurs dans les journaux qu'écrivent les journaux personnels qu'écrivent un certain nombre de jeunes gens, eh bien on voit que soudain ils sont contents de noter « j'ai fait ma première barbe, je me suis rasé pour la première fois ».
Par exemple, le jeune Louis XIII, à 23 ans, lorsque le 1er août 1624, il se fait raser le menton et les joues, où pourtant il n'y avait pas beaucoup de poils. Donc c'est un indice, en quelque sorte, d'entrée dans la virilité. De sorte que, finalement, la barbe, elle distingue moins les hommes que les femmes, qu'elle est probablement un marqueur entre des différentes masculinités. Une masculinité juvénile, une masculinité de l'âge adulte, de l'âge viril, 40 ans, et puis d'autre part, une masculinité de la vieillesse. Et de fait, très souvent, les conflits entre les hommes portent sur leur barbe. J'ai le souvenir de procès, par exemple, où en Angleterre, on refuse l'entrée dans une taverne à des jeunes gens au motif qu'ils n'ont pas de barbe. Ça se termine en baston, violence, et on va au tribunal. Mais c'est aussi dans les milieux aisés et dans les milieux cultivés que l'on n'hésite pas à se crêper, non pas le chignon, mais la barbe. Prenons par exemple Ronsard. Ronsard a été un poète immensément protégé, reconnu par Charles IX. Mais le successeur de Charles IX, Henri III, lui, eh bien, protège aussi de jeunes poètes. Ronsard en est un peu jaloux. Alors il se moque évidemment de ces poètes, de ces mignons qui sont sans barbe. Ce à quoi eux vont se moquer de la barbe de Ronsard en disant qu'après tout, mourir de maladie est une couardise, et plus encore mourir en une barbe grise. Donc la barbe, finalement, elle est un enjeu des conflits de masculinité. Et je rappelle d'ailleurs que la mode de la barbe, qui est apparue il y a une dizaine d'années, a été lancée par des jeunes gens. Et d'ailleurs, moi qui suis plus âgé, j'ai conservé le glaive de ma jeunesse, et mes étudiants sont presque tous maintenant barbus. Ça a commencé par quelques hipsters, et puis maintenant j'ai parfois de belles barbes. Alors je voudrais terminer cette conférence en revenant à mon propos sur, à l'objet de l'exposition, sur le rapport de la barbe et des différentes races. Pendant tout le Moyen-Âge, on a été persuadé que l'homme sauvage était un homme barbu. L'homme sauvage, c'était l'homme qui allait se réfugier dans les bois, c'était l'ermite, c'est l'homo sylvestris. Et il est évident qu'à partir du moment où on a commencé à découvrir l'Amérique, les premières représentations ont été totalement stéréotypées. On vous a représenté des Indiens d'Amérique largement barbus. Et on s'est aussi persuadé que ces Indiens étaient barbus parce qu'on en a ramené. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous savez, cette jeune fille qui avait de la barbe. Je vous présente son papa. Son papa, Pedro González, est probablement un gange des Canaries, atteint de cette maladie, mais qui a été capturé par des pirates et acquis par des marchands de Rouen en 1549. En 1551, 52, le roi de France, Henri II, se rend à Rouen. Et les marchands rouennais, qui voudraient encourager la monarchie à s'intéresser aux aventures océaniques, offrent à Henri II, qui n'a pas de colonie, qui ne sait pas, la monarchie s'est occupée d'Italie, elle s'est peu occupée d'aller explorer le vaste monde, les marchands rouennais offrent Pedro González comme étant un Indien d'Amérique à Henri II. À défaut d'avoir l'Amérique, il aura au moins un Américain chez lui. Et Pedro González va désormais être à la cour, il va être alimenté, nourri, éduqué par le roi, et le roi va même se soucier de le marier. Il va épouser une fille de la bourgeoisie parisienne, totalement là, mignonne d'ailleurs, on a son portrait, et ils auront cet enfant que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on a vu dans cet homme le sauvage américain qui est à la cour de France. À l'époque, vous savez, on a des Indiens, on a des nains, on a des naines, on a aussi des jeunes filles velues. Cela fait partie en quelque sorte des curiosités de la nature, une nature qui est diverse, qui est inventive. Or, force est de reconnaître que ce qu'ont découvert les premiers découvreurs, c'est tout d'abord des Indiens qui étaient très beaux. Tous les premiers explorateurs, etc., ont été frappés par la beauté corporelle de ces Indiens. Et puis, ils ont noté qu'ils avaient de la barbe, mais qu'ils se la faisaient raser parce qu'ils n'aimaient pas la pilosité qui, probablement, rappelait trop l'état sauvage. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, vous avez un certain nombre
humanistes qui ont écrit en disant « mais c'est un préjugé que de croire les Indiens d'Amérique comme étant barbus. Ils sont rasés, voire ils sont glabres. » Par exemple, en 1559, André Tévé consacre un chapitre de ces singularités de la France antarctique, qui va avoir un grand succès. Voilà le titre du chapitre, « Contre l'opinion de ceux qui estiment les sauvages être poilus ». Et on a comme ça plusieurs auteurs qui vont, en quelque sorte, lutter contre ce préjugé qui veut que les sauvages d'Amérique soient des hommes barbus. Alors, ce qu'il y a, c'est que s'ils sont glabres, au moment où les Européens portent la barbe, on va essayer quand même progressivement de comprendre ces Indiens d'Amérique, d'où ils viennent, parce qu'au fond, le problème qui se pose aux hommes du XVIe siècle, c'est que l'on ne connaissait pas l'Amérique, les anciens ne connaissaient pas l'Amérique, la Bible ne fait pas état de l'Amérique, mais pourtant la Bible et l'annonce du Christ, elle est pour tous les hommes. Donc comment rattacher cette humanité indienne, de sauvages, à l'ancien monde? Et c'est comme ça que l'on commence à essayer de faire une filiation. Alors certains y voient des Carthaginois, qui auraient été vers des Carthaginois, des Phéniciens, qui auraient été vers l'Amérique. D'autres y voient des tribus égarées d'Israël. Et puis, paraît dans la deuxième moitié du XVIe siècle un ouvrage qui s'intitule, de Gregorio Garcia, « Origine des Indiens du Nouveau Monde », dans lequel il dit finalement, en comparant la pilosité des Chinois avec celle des Indiens d'Amérique, il est probable que ces Indiens d'Amérique ont une origine chinoise, une filiation chinoise, et par conséquent, la Chine, on connaît, on peut la rattacher aux descendants, en quelque sorte, d'Adam. Vous voyez donc que la barbe a été retenue comme étant un indicateur de race qui permettrait de dresser une filiation. La barbe serait en quelque sorte un élément de la traçabilité de ces Indiens d'Amérique. Nous, aujourd'hui, nous avons l'habitude de classer les populations, l'anthropologie du XVIIIe et XIXe siècle, surtout du XIXe, autour de la couleur de la peau. Mais à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, et plus encore au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a eu la volonté de considérer la pilosité, les cheveux, la barbe, la texture, la forme, la présence ou pas d'une abondante pilosité faciale, comme étant un indice, en quelque sorte, racial. Alors ce qu'il y a, c'est que si les hommes du XVIe siècle étaient soucieux de filiation, et donc, on peut dire, étaient animés par un motif qui était de rattacher cette humanité indienne à l'humanité universelle, très vite, il y a eu d'autres discours qui sont apparus et qui ont fait de la barbe, ou plutôt de son absence, non pas un moyen de filiation, mais un moyen de hiérarchisation des races. En effet, à partir du début du XVIIe siècle, le fait que les Indiens n'aient pas de barbe, parce qu'ils se la font épiler ou qu'ils se la rasent, disent les premiers conquistadors, a été considéré comme un déficit de pilosité chez les Indiens américains. Ils n'ont pas de barbe. Ils ne sont pas blagues parce qu'ils le veulent, mais ils ont une faible pilosité. Et cette faible pilosité tient au fait que soit ils sont des enfants, puisque les enfants ont peu de barbe, soit alors ils relèvent de la féminité. C'est-à-dire que ce sont des femmes. Ils sont faibles comme des femmes. Et ce discours-là, face à un Européen qui, lui, au contraire, arbore de grandes barbes, va participer à la construction de l'imaginaire colonial. L'Européen est barbu, vous voyez Darwin, et puis les Indiens d'Amérique, eux, eh bien, ils sont peu barbus, parce que soit ils sont encore dans l'enfance de l'humanité, soit alors ils sont faibles, comme les femmes. Il y a toute une querelle de l'Amérique qui va avoir des répercussions jusqu'au XVIIIe siècle, à laquelle va participer Jefferson, parce que Buffon avait déclaré, en plein XVIIIe siècle, l'Amérique, au fond, c'est un continent humide, c'est un continent féminin, c'est un continent qui n'a pas de grands animaux, il n'y a pas d'éléphants en Amérique, c'est un continent faible. Et ce discours-là, évidemment scientifique, permettait de justifier le fait que ces Indiens qui étaient faibles, c'est normal qu'il y ait eu une dépopulation indienne au XVIe siècle. On pense qu'il y avait 80 millions d'indigènes en Amérique avant la conquête. En raison du choc microbien, il n'y en a plus qu'une vingtaine de millions. C'est la raison pour laquelle il va falloir développer la traite négrière
pour alimenter les plantations, parce qu'il n'y a plus de population d'indiens. Donc il y a cette idée que ces Indiens sont faibles, regardez leur tempérament féminin, etc. Il y a aussi cette idée que ces Indiens finalement manqueraient de virilité, ce qui permet évidemment aux conquistadors d'avoir des relations sexuelles avec des Indiennes et de créer le métissage. La contrepartie du déficit de virilité des indigènes, ce serait évidemment le fait que les Européens qui soient installés là-bas ou qui soient de passage puissent avoir des relations sexuelles hors mariage avec ces Indiens. On a donc une tentation entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle à se servir des récits de voyage qui pourtant soulignaient la beauté de ces indigènes, leur vigueur, leur force, leurs coutumes aussi, même pas, ils s'épilent, etc., à transformer des constats de voyageurs en quelque sorte, indices naturels et la tendance à vouloir utiliser en quelque sorte la barre comme étant un élément de classification raciale.